Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h au sommaire aussi riche que varié. Vous découvrirez dans cette édition le palmarès 2021 de la Fondation Prince-Pierre. Il y a 7 lauréats cette année, dont notamment l'auteure Annie Ernaux que nous entendrons. Elle a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre en recevant le prix littéraire. Monacotech lance une nouvelle campagne de recrutement de start-up. Nous irons découvrir comment fonctionne l'incubateur monégasque et rencontrer des jeunes pousses qui s'y développent. Parlez-moi d'amour, un vaste programme, le thème d'une conférence donnée par Valérie Terninck mardi soir à l'Agora, la maison diocésaine. Cette spécialiste de la vie conjugale et familiale s'adresse aux parents qui veulent accompagner leur enfant dans leur vie affective, sans intrusion, mais avec pour principal souci de leur permettre d'éviter les écueils qui pourraient jalonner ce chemin. Elle sera notre invitée. Ses croquis et carnets de voyage font rêver. L'artiste Virginie Broquet fait actuellement une halte à la Maison de France, une exposition intitulée « Aux portes de l'Orient ». La Roca Team va-t-elle continuer sur sa belle lancée en Euroleague? Les basketteurs monégasques se déplacent à Madrid pour leur 3e match dans cette compétition européenne. La création contemporaine était donc à l'honneur mardi soir dans un écrin des plus prestigieux, l'Opéra Garnier. La 55e cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre s'est déroulée en présence de son Altesse royale la princesse de Hanovre et de nombreuses personnalités du monde des arts et de la culture. Alexandra Pani vous dévoile le palmarès 2021 sur des images d'Alexandra Marangoni. Musique, littérature et philosophie à l'honneur de cette 55e cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. La soirée s'est déroulée en présence cette année encore de sa présidente, la princesse de Hanovre. Première récompense à être décernée, le prix de la composition musicale. Ce prix, attribué tous les 3 ans, revient cette année au compositeur suisse Michael Jarel pour son œuvre Vier Eindrücke, un concerto pour violon et orchestre interprété par Renaud Capuçon. Autre prix dans la catégorie musicale, le coup de cœur des jeunes mélomanes revient à Beat Führer pour son œuvre Nero su Nero et le tremplin musical à la structure américaine New Music USA pour ses actions menées en faveur de la musique d'aujourd'hui. Le reste de la soirée a mis les femmes en lumière, tout d'abord avec la catégorie très attendue chaque année, le prix littéraire. La lauréate 2021 n'est autre qu'Annie Ernaux, connue pour ses œuvres essentiellement autobiographiques. Un prix attribué avec émotion par la princesse de Hanovre. Je suis quelque part aux avant-postes aussi d'une écriture de femmes, ça beaucoup, mais pas seulement. Et c'est un rôle que je n'imaginais pas avoir, mais moi-même, finalement, quand je pense, Simone de Beauvoir, par exemple, a été importante. Peut-être que les modèles étaient un peu plus lointains, Virginia Woolf, c'est sûr, mais notre époque, tout va plus vite. Et finalement, on prend comme modèle des femmes et des hommes qui écrivent et qui sont encore vivants. Autre grande dame à monter sur scène, l'Européenne convaincue, décrite par Robert Maggiori comme l'une des plus importantes intellectuelles de notre temps. Julia Kristeva a reçu ainsi le prix de la principauté. Ce prix de philosophie est remis conjointement depuis 5 ans par les rencontres philosophiques. J'essaie de tirer l'attention sur ce que je crois être sacré, c'est-à-dire l'écriture, et l'écriture des bas-fonds de la vie, de l'impossible de la vie, et qui, parce qu'on peut l'écrire, cette écriture nous rend survivants. Mais quand je dis mot survivant, ça n'a rien de morose, c'est simplement une vitalité nouvelle dont on avait besoin après le confinement. 2 jeunes femmes brillantes étaient également à l'honneur pour la publication de leur premier roman. Abigail Assor reçoit le prix de la Bourse de la Découverte pour son œuvre Aussi riche que le roi. Et Rukiata Ouedraogo, le coup de cœur des lycéens pour Du miel sous les galettes. Des romans à découvrir d'urgence. Et lors de cette soirée, un hommage a également été rendu au grand compositeur Cristobal Halfter, disparu en mai dernier. Il était l'un des membres du conseil musical de la Fondation Prince-Pierre.
Nous vous le disions hier, le prince Albert II était au siège de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lundi à Genève. Il y a découvert une exposition qui abrite des œuvres prêtées par la Croix-Rouge monégasque et a également enregistré un message pour le sommet Planète Red, un événement mondial du mouvement de la Croix-Rouge portant sur les changements climatiques et les pandémies. Nous l'écoutons. La situation en ce qui concerne le changement climatique et les atteintes à l'environnement d'une façon générale sont toujours aussi graves et aussi importants. Et il faut toujours rappeler un petit peu quelle est la situation et quels sont les dangers auxquels nos différents écosystèmes naturels, qu'ils soient maritimes ou terrestres, ont à faire face. Et c'est notre responsabilité collective, à l'aube de la COP26, justement, de porter ces messages, parce que tout ce qui porte atteinte à l'environnement, tout ce qui porte atteinte à la santé humaine aussi, c'est un problème extrêmement important. Et c'est là où le mouvement de la Croix-Rouge rejoint aussi cette lutte contre les changements climatiques et cette lutte contre la préservation de notre environnement. Eh bien, c'est aussi une lutte pour la survie de notre espèce, de l'espèce humaine sur cette belle planète. Et donc, tous les efforts qui seront faits pour cela doivent être encouragés. Et je suis très heureux et très fier de pouvoir aussi apporter, parmi d'autres personnalités, mon message pour souligner l'importance de cette lutte. Le prince Albert II était interrogé par Christinda Thomel. Vous avez un projet innovant et vous souhaitez le développer au mieux. Eh bien, l'incubateur et accélérateur de start-up Monacotech a lancé fin septembre un nouvel appel à candidature pour bénéficier de ses locaux et de son expérience. Les détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni. Créé il y a 4 ans par l'État monégasque en collaboration avec Xavier Niel, Monacotech est un incubateur accélérateur de start-up et propose à de jeunes entreprises innovantes triées sur le volet de bénéficier d'un appui en termes de conseils, de suivi, de soutien, d'accompagnement et de financement pour un loyer défiant toute concurrence, tout cela dans des locaux de plus de 800 mètres carrés situés à Fontvieille. Et bien depuis le 27 septembre, Monacotech a ouvert un nouvel appel à projets pour de futures start-up. Le caractère innovant est très important pour nous, avec le degré et le stade d'avancement. Donc il faut avoir au minimum un prototype. On regarde l'équipe et ses valeurs. Et en même temps, il faut que ça rentre dans la stratégie de Monaco et de vouloir surtout s'établir en principauté, de développer son business à et depuis Monaco. Depuis sa création en novembre 2017, Monacotech a déjà accueilli 34 startups et 15 y sont encore hébergés actuellement. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement à Monacotech, c'est la flexibilité. Parce que, par exemple, dernièrement, on a fait rentrer un nouvel actionnaire dans notre projet. Et là, on avait besoin d'avoir beaucoup de personnes pour un temps réduit. Et en fait, on a la flexibilité des locaux. La deuxième chose, c'est le Startup Programme qui nous a vraiment permis de rencontrer tous les acteurs incontournables de la principauté et nécessaires quand on est entrepreneur. Et en tant que labo de recherche et développement, on bénéficie également du Fab Lab, ce qui me permet de mieux maîtriser nos coûts et la rapidité de nos recherches. Aujourd'hui, Monacotech, c'est un confort en fait, de travail, non seulement la synergie qu'on peut retrouver avec toutes les startups, le principe de pouvoir finalement créer certaines synergies avec d'autres startups, ce qu'on a déjà fait, et puis un petit peu cette ambiance startup qu'on recherche. Enfin, c'est vraiment le côté un petit peu chouchouté qu'on peut retrouver et qui nous plaît ici à Monacotech. Pour bénéficier des avantages de cet incubateur et accélérateur de start-up, il faut récupérer un dossier sur le site internet de Monacotech et ensuite le déposer avant le 25 octobre à minuit. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez la bonne idée, le bon projet. La réalité à laquelle sont confrontés aujourd'hui les adolescents est bien différente de celle de leurs parents. Un fossé générationnel a pu se creuser avec l'émergence de nouveaux outils et de nouvelles sources d'information. Le corps est de plus en plus exposé et dans ce contexte, il est parfois devenu difficile de parler de sexualité avec ses enfants. C'est la raison pour laquelle le diocèse a souhaité inviter une intervenante, conseillère conjugale et familiale, pour guider les parents à travers une conférence intitulée « Parlez-moi d'amour ». Elle est notre invitée. Bonsoir Valérie Terninck. Bonsoir. Votre propos finalement s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants. Parlez-moi d'amour, c'est un vaste programme.
C'est un vaste programme qui a commencé au départ. On parlait aux jeunes et maintenant on en vient beaucoup à parler aux parents pour que le fossé se creuse pas trop entre eux, c'est compliqué. Tout évolue avec le temps, les mentalités, les outils. Pourquoi faut-il accompagner son enfant sur le chemin de la vie affective ? On doit toujours accompagner son enfant, mais aujourd'hui, les parents ont besoin aussi de comprendre le langage de leur enfant, tout ce qu'ils entendent, voient et vivent parfois. Et c'est pas toujours très facile, parce qu'on n'a pas du tout eu le même langage, on n'a pas eu du tout les mêmes habitudes. Et aujourd'hui, les jeunes sont un peu dans leur... Je pense qu'on leur demande beaucoup de choses au niveau... Alors, range ta chambre, mange bio, mange bio, et des bons amis, beaucoup de choses, et des bonnes notes, etc. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le secret de leur cœur au niveau de la sexualité. Et je pense que ce serait chouette que les parents aussi se mettent parfois à l'école de leurs enfants en leur disant cette jeunesse me pose vraiment plein de questions, je ne sais pas très bien comment y répondre, est-ce que tu pourrais m'aider à la connaître ? Quels sont les principaux écueils ? Les réseaux, la pornographie sur Internet qui s'est considérablement développée et qui est très accessible aujourd'hui ? Les jeunes sont un peu déstructurés, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre des choses avec leur corps en ayant l'impression que le cœur ne va pas être touché. Par exemple, le sex friend. Et en fait, on peut vivre sa sexualité avec son corps, mais on met son cœur de côté. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment possible en les écoutant individuellement. Et du coup, leur intelligence parfois aussi, ils sont des jeunes incroyablement intelligents qui se posent des vraies questions sur la liberté, etc. Mais ils sont un peu perdus quand il s'agit de poser des actes dans leur sexualité. Ils ne se posent pas toujours quelles conséquences cela va avoir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans pour moi, et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour celui que j'aime, celui avec qui je vis ma sexualité. Est-ce que l'enjeu aussi, ce n'est pas un peu de les maintenir en prise directe avec la réalité ? Parce qu'il y a un monde virtuel qui occupe une place de plus en plus grande chez les jeunes. Là, vous êtes en train de dire quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on habite son corps et il est très important de se reconnecter à cette réalité. Ce corps nous dit toujours la vérité, il ne ment jamais, il a une mémoire colossale et du coup, se reconnecter au corps, c'est absolument urgent et fabuleux pour le jeune qui arrive à le faire. Et puis il y a une autre donnée maintenant, ce sont les conséquences de la crise Covid. L'éloignement forcé a-t-il changé la donne ? Les gestes barrières, la distance, tout cela entre aussi forcément en ligne de compte ? Bien sûr que ça a été difficile pour eux de ne pas pouvoir vivre leur adolescence, leur jeunesse comme nous l'avons vécu, comme toutes les personnes le vivaient avant le Covid. Et je pense qu'en fait, ça a permis aux jeunes de se connecter davantage, de perdre le sens de la réalité. Et aujourd'hui, ça fait du bien de voir que ici à Monaco, aujourd'hui, les masques, ça y est, sont tombés. Et ça fait du bien parce que je pense que les jeunes en auront besoin. Il y en a beaucoup qui n'ont pas obéi à ces mesures. Il y en a beaucoup qui se sont quand même retrouvés. Mais je pense qu'ils en ont urgemment besoin et puis c'est chouette pour leur liberté. Vous donnez cette conférence sous l'égide du diocèse. Il y a aussi la vision de la religion catholique et en quelque sorte ses recommandations. Les préceptes d'avant sur la relation charnelle sont-ils conciliables avec notre époque ? Oh oui, bien sûr qu'ils sont conciliables, mais le principal, je trouve, c'est qu'il faut trouver du sens à tout ça. Et si jamais on leur parle de bien ou de mal, de moralité, les jeunes sont complètement perdus parce qu'en fait, ils n'ont aucun sens aux questions qu'ils se posent. Il faut que tout ça, ce soit cohérent, il faut leur donner beaucoup de cohérence et puis les laisser profondément libres. Alors, moi, je suis très heureuse d'avoir découvert à travers eux, à travers les jeunes que j'ai rencontrés, aussi bien dans les grandes écoles, dans les écoles, dans toutes sortes d'écoles d'ailleurs, et aussi chez des prisonniers, dans une prison de jeunes mineurs, ou alors aussi chez des personnes qui m'appelaient un peu partout et qui nous appelaient à parler moi d'amour. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, il y a un endroit intact chez le jeune, qu'il ne peut absolument pas être abîmé. Et de cet endroit, on peut retrouver l'espérance que l'on a en eux. C'est-à-dire que si un jeune arrive avec son micro et me dit « Madame, est-ce que vous êtes transphobe ?» Moi, je lui demande de me regarder dans mon être, en fait, dans mon être profond. Oui, c'est important ce que vous dites parce que cela demande quand même une grande ouverture d'esprit de la part des parents. Aujourd'hui, on ne parle plus d'une sexualité, mais bien de plusieurs sexualités différentes.
Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment juste et bon de rentrer dans beaucoup de dialogue avec eux pour qu'ils puissent comprendre. Et les parents, moi je suis parent et je me range auprès des parents. C'est pas toujours facile pour nous parce qu'effectivement nous sommes liés à nos enfants. Nous avons peur de ce qu'ils vont pouvoir nous dire sur leur vie, etc. Et quelquefois, il y a un jardin secret chez l'adolescent qui est aussi important pour qu'il puisse parler de ses amis, parler de ce qu'il voit, parler en ayant confiance avec ses parents. Mais peut-être que petit à petit, l'enfant se dévoilera. Mais c'est vraiment difficile, les relations parents-enfants, parce qu'on a envie tellement que notre enfant aille bien, se prenne pas de mur, soit vraiment libre et heureux. Et parfois, il est obligé de se prendre un mur pour grandir. Et ça, c'est très dur pour les parents. Merci Valérie Terninck, conseillère conjugale et familiale, d'être venue nous parler d'amour. Merci. Et la prochaine conférence organisée par le diocèse se tiendra le 21 octobre à 19h30 à l'Agora, avec une thématique là aussi d'actualité. Sommes-nous manipulés ? Passons au premier point info de ce journal. Vanessa Dessy nous rejoint et l'on débute par les assises de la cybersécurité. Elles ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Il s'agit d'un modèle basé sur les rencontres et la découverte des plus importants fournisseurs de solutions. Ils apportent un énorme gain de temps pour les dirigeants. Au programme, rendez-vous one-to-one, démonstrations en live, conférences, tables rondes et ateliers sur les grandes tendances du secteur. Nous y reviendrons plus en détail dans un reportage diffusé dans notre édition de ce jeudi. Une nouveauté, le Bureau des affaires spatiales monégasques vient de voir le jour. Oui, et sa création fait suite à un dialogue nourri entre les acteurs économiques de ce secteur, implanté en principauté, dont les activités comprennent la fabrication de satellites d'observation de la Terre, de télécommunications et d'engins astromobiles. Au plan international, le Bureau des affaires spatiales assurera la représentation de la principauté dans les instances dédiées en collaboration avec le département des relations extérieures et de la coopération. Et puis, passation de témoin à la tête du club Sort Optimiste. Christiane Eugénie Gauthier a cédé la présidence à Yveline Garnier. Le club Sort Optimiste international de Monaco a été fondé il y a près de 43 ans. Ce club exclusivement féminin est au service des autres, entièrement dédié à soulager la souffrance et à apporter son aide sous différentes formes. De nombreuses causes ont été soutenues telles que la maladie d'Alzheimer, le sida, les cancers pédiatriques et bien d'autres. À noter par exemple que le club Sort Optimiste est à l'origine de la partie handi-plage au Larvoto. Je vous propose donc d'écouter la nouvelle présidente. Nos ambitions pour les 2 années qui suivent maintenant, c'est déjà de faire des événements, de pouvoir continuer à aider les autres aussi, parce que pendant 2 ans, on n'a pas fait grand-chose. Du fait du Covid, on a été vraiment coincés à ne pas pouvoir bouger, à ne pas pouvoir faire des réunions, enfin très très peu. Donc pendant 2 ans, on espère qu'on va revivre, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je pense. On est parti pour refaire plein de choses, c'est clair. Yveline Garnier, qui sera donc présidente du club Sort Optimiste international de Monaco durant 2 ans. La Maison de France accueille une nouvelle exposition baptisée « Les Portes de l'Orient ». Elle est née d'une belle histoire d'amitié entre une artiste française et un artisan libanais. Un avant-goût avec ce reportage de Christina Tomel et Sylvain Péroumal. La rencontre a eu lieu en 2018 à la Maison de France lors d'une exposition de Virginie Broquet. L'artiste française, célèbre pour parcourir le monde en quête des ambassades de France, pour les saisir à la pointe de ses pinceaux, rencontra le père de Camille Tarazzi, artisan libanais, et dès lors, une belle histoire d'amitié est née entre les deux familles. Une rencontre, vous allez le voir, improbable, artistique et historique entre une dessinatrice française et une dynastie d'artisans décorateurs libanais. C'est une histoire qui est née de manière très inattendue. C'est mon père qui était là pour visiter l'exposition que Virginie donnait à la Maison de France. Et là, il croise Virginie, il lui dit « Mais vous n'êtes pas venu à Beyrouth, où il y a l'ambassade de France à Beyrouth ?» Il lui a dit « Non, pas encore ». Il lui a dit « C'est intéressant de voir le travail fait par ma famille en 1916 et que lui-même a restauré 80 ans plus tard ». Et donc Virginie le contacte quelques mois plus tard, donc pas juste après, et puis naît l'idée de Virginie de venir à Beyrouth.
Il y a plus de 100 ans, l'ancêtre des Tarazzi aménagea et décora la résidence des Pins, siège de l'ambassade de France à Beyrouth. Les vicissitudes de l'histoire, avec leur lot de destruction, engagèrent les Tarazzi dans la seconde partie du XXe siècle à restaurer cette ambassade cruellement dévastée, où Virginie Broquet découvrit une toile de son arrière-grand-père en dépôt d'état depuis 20 ans. J'y suis restée 3 jours à dessiner toute la résidence des Pins, dont le salon oriental que leur aïeul avait redécoré, l'escalier que leur aïeul avait façonné. Et qu'est-ce que je trouve en dessinant un salon? Derrière moi était accroché un tableau de mon arrière-grand-père, oh là, le plus grand des hasards. Et c'était un tableau donc de Léon Espérance Broquet, qui était là depuis 20 ans. Donc depuis le début du projet sur lequel je travaillais des ambassades, et c'était de plus un paysage enneigé de Notre-Dame de Paris avec sa flèche qui avait brûlé quelques mois auparavant, misère. Et voilà, donc mon arrière-grand-père avait été élève de Claude Monet, donc c'est vraiment la touche impressionniste. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, c'était tellement d'émotion pour moi, j'ai décidé de faire une copie de ce tableau pour l'offrir à mon père. Au travers d'objets divers, entre documents historiques, archives familiales et cartes postales anciennes, le pays du cèdre se révèle à chaque tournant de l'exposition et relate une histoire pleine de senteurs et de saveurs. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour découvrir les Portes de l'Orient, composées des créations artisanales de la maison Tarazzi et des dessins de Virginie Broquet. Vanessa Dessy est déjà de retour pour développer les autres informations du jour, parmi lesquelles une journée d'information consacrée à l'allaitement maternel. Ce vendredi, à partir de 10h, la Maison des Associations accueille une rencontre dédiée à l'allaitement maternel, une journée d'information qui propose un programme riche. Vidéos, présentations de matériel, démonstrations de portage et massages pour bébés. L'idée étant de soutenir l'allaitement maternel et de combattre les idées reçues. Les déguisements effrayants seront de rigueur à la fin du mois pour fêter dignement Halloween, Vanessa. Ce 31 octobre, à l'instar des pays anglo-saxons, la mairie propose aux tout-petits sa 11e édition du grand jeu d'Halloween au parc Princesse Antoinette. Les équipes de la boîte de jeux attendent les enfants scolarisés en principauté pour un tout nouveau jeu. Déguisements et bonbons à la clé, la médiathèque profite également des vacances de la Toussaint pour offrir un programme d'animation autour d'Halloween. En raison des mesures sanitaires actuelles, une inscription en ligne ou par téléphone est obligatoire. Nous allons vous dévoiler maintenant la photo officielle de la saison 2021-2022 de l'AS Monaco FC. Le Stade Louis II a réuni il y a quelques jours autour du président Dimitri Ribolovlev la direction et le groupe professionnel pour la traditionnelle photo officielle des Rouges et Blancs. Un retour aux sources et un clin d'œil à la réussite sportive de l'équipe l'an dernier, puisque l'antre de nos Monégasques s'est révélé être un des atouts maîtres de Niko Kovac et de ses hommes tout au long de l'exercice 2020-2021. Enfin, la cérémonie officielle d'ouverture du Tennis Europe Junior Masters de Monte-Carlo a eu lieu mardi soir. Ils sont donc 8 par catégorie à se disputer le titre sur les cours du Monte-Carlo Country Club. 17 nations européennes sont représentées avec une importante délégation de la Russie et de la République tchèque. Placée sous le haut patronage du prince Albert II, cette manifestation, disputée pour la première fois en principauté, sera retransmise en direct sur Monaco Info ce vendredi. Le Monte-Carlo Country Club sera exceptionnellement accessible à tous pour assister au match, gratuitement mais sur présentation d'un pass sanitaire. Et les finales seront à suivre en direct vendredi sur notre antenne à 10h, midi, 14h et 16h. Sport encore, la Roca Team affronte ce soir à 20h45 un grand nom du basket européen, du foot aussi bien sûr, mais du basket européen également, le Real Madrid. Nous retrouvons dans la capitale espagnole Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, c'est tout de même un défi immense qui attend les Monégasques ce soir.
Bonsoir Patricia, effectivement c'est un très gros morceau qui se dresse sur la route de la Roca Team ce soir. Le Real Madrid, tout simplement l'équipe la plus titrée d'Europe avec 10 Euroleague à son actif. La dernière en date en 2018 avec une victoire en finale face à Fenerbahçe. Les Monégasques sont arrivés hier soir ici à Madrid et ont découvert ce matin le Withing Center, la salle mythique du Real Madrid où ils se sont entraînés. Les Madrilènes qui d'ailleurs devront se racheter après une défaite de 6 points sur le parquet de l'Olympiakos vendredi. Monaco de son côté a remporté ses 2 premiers matchs contre le Panathinaikos et sur le parquet de l'Unix Kazan et cherchera à créer l'exploit ce soir. Non, ça attaque au gros poisson de l'Euroleague. Ça va être un très bon match, très intéressant pour nous, voir comment on se situe face à des équipes comme ça et voilà, essayer d'être le plus compétitif possible et bien sûr essayer de gagner ce match-là. C'est le premier défi d'une très grosse semaine, parce qu'on joue le Barça dans 48 heures. On l'aborde avec la même mentalité que les 2 premiers. On ne va pas avec une énorme pression, on sait qu'on est à l'extérieur. C'est une grosse écurie de l'Euroleague, donc simplement jouer avec nos forces, nos fondamentaux, nos principes. Et après on verra l'issue du match. Et cette année, il y a un large contingent de joueurs français au Real Madrid avec Gershon Yabusele et Thomas Hurtel qui étaient à l'Asvel l'an passé, mais aussi Vincent Poirier et Fabien Causeur. Côté monégasque, 13 joueurs ont fait le déplacement ici à Madrid. Seuls les jeunes Rudis de Maïs Balou et Armel Traoré sont restés en principauté. Et nous reviendrons sur l'issue de ce match important pour la Roca Team demain à 19h. Les prévisions météo, le soleil va-t-il faire de la résistance jeudi, Vanessa ? Malheureusement non, Patricia, le ciel sera bien chargé avec parfois quelques éclaircies durant la journée. Une très légère brise est attendue, les températures oscilleront de 11 à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h41 et se couchera à 18h51 et nous fêterons les justes. Merci Vanessa, c'est ainsi que se referme ce journal. Demain, vous avez rendez-vous avec Émilie Rousseau pour une nouvelle édition du 19h. Les photos de fin de journal sont signées Michael Alési et ont été prises lors de la cérémonie de remise de prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Passez une très belle soirée.